À la une de cette édition d'information, 17 mars 2016, Cameroun-Italie, visage d'une coopération plus humaine que politique. À l'invitation du chef de l'État Paul Biya, le président de la République d'Italie effectue une visite de 4 jours sur le territoire camerounais. L'occasion est donc idoine pour prendre la mesure des différents accords précédemment signés et ceux à venir. On en parle dans ce journal. 17 mars 2016, le rendez-vous des journées portes ouvertes de l'enseignement technique a une fois de plus été respecté ce jeudi au Cameroun. Il est question, à travers cette vitrine de l'enseignement technique, de ressortir la contribution de cet ordre de formation dans un contexte marqué par l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. 17 mars 2016, la communauté internationale vient de célébrer avec faste et solennité la journée mondiale dédiée au travail social. Au Cameroun, la journée pourtant d'une importance capitale est malheureusement passée inaperçue. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. À l'invitation du chef de l'État camerounais Paul Biya, le président de la République d'Italie effectue une visite de 4 jours sur le territoire camerounais. L'occasion est donc idoine pour prendre la mesure des différents accords précédemment signés et pourquoi pas envisager de nouveaux. Cameroun-Italie, bilan d'une coopération plus humaine que politique, c'est avec Sonia Mafoting. L'économie camerounaise et les opportunités d'investissement, c'est le thème de la rencontre à caractère économique organisée à Yaoundé en marge de la visite d'État entamée par le président italien en terre camerounaise ce jeudi 17 mars 2016. La délégation italienne forte d'une trentaine d'opérateurs économiques était conduite par Mario Giro, le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En face, une bonne brochette de membres du gouvernement camerounais sous la conduite du ministre de l'économie Louis-Paul Moutazé et celui des finances Alamine Ousmane Mé. Au menu des échanges, il aura été question de présenter pour examen certains projets susceptibles d'intéresser les investisseurs italiens. Il s'agit entre autres des projets de construction des infrastructures ayant trait avec l'organisation de la Cannes de 2019, le développement urbain avec un point de mire sur les logements sociaux et la modernisation de l'agriculture, joignant l'acte à la parole, une convention de construction de 10 000 logements sociaux dans la ville de Yaoundé et ses environs a été signée entre le Cameroun et le groupement Pizarotti International pour un coût global de 359 milliards de francs CFA. Pour davantage attirer les investisseurs italiens au Cameroun, le gouvernement a procédé à une présentation succincte de l'environnement des affaires dans notre pays. Il aura été question de présenter aux investisseurs italiens les très nombreuses opportunités d'affaires qui existent au Cameroun. Il s'agit des secteurs de l'agro-industriel, la production des intrants agricoles, la transformation des produits issus du règne végétal et animal et bien d'autres. L'Afrique est naturellement, on le dit, le continent des opportunités. Le pays, le Cameroun, est un pays prometteur dans l'Afrique centrale. En ce sens, l'Europe est son premier marché et l'Italie est le pays qui est très proche pour sa culture et son noir. Ce n'est pas le seul pays européen qui vous est proche, mais nous sommes là aussi. Nos économies, je peux le dire, sont complémentaires et nous pouvons bénéficier réciproquement du développement respectif de nos relations. Pour ce qui est des opportunités de marché, le Cameroun fait valoir sa position géostratégique aux investisseurs italiens en leur garantissant une ouverture au marché sous-régional CEMAC et Nigeria, fort de 300 millions de consommateurs. Pour mieux vendre la destination Cameroun, le gouvernement présente un tableau qui affiche un taux de croissance de 6%, une inflation en dessous de 3% et un taux d'endettement soutenable situé à 21,8% du produit intérieur brut. La partie italienne, visiblement appâtée, se dit déterminée à bâtir avec le Cameroun un partenariat gagnant-gagnant qui s'inscrit dans la durée. C'était donc là le forum économique qui a réuni cet après-midi à Yaoundé une délégation d'hommes d'affaires italiens et plusieurs membres du gouvernement camerounais, avec à la clé la signature d'une convention de construction de 10 000 logements sociaux à Yaoundé. Tout autre chose à présent, parlons de normalisation. La rencontre entre l'Agence des normes et de la qualité et ses partenaires, organisée sous la forme d'un corporate meeting, s'inscrit dans le prolongement des missions de cet établissement public administratif. Pour la circonstance, les partenaires de la NOR vont prendre connaissance de l'existence ainsi que de l'impact sur l'économie du pays
du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun, en abrégé PKE. L'occasion était aussi tout indiquée pour parler de la Semaine nationale de la qualité prévue à Douala du 21 au 23 avril 2016. La CENAC, placée sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, aura pour thème normes et évaluation de la conformité au cœur de la stratégie de création de richesses et d'emplois. À l'extrême nord du pays, lutte contre Boko Haram, les communes de la région octroient aux forces de défense un appui financier. Une enveloppe de plus de 46 millions de francs CFA a été réceptionnée par le gouverneur Midia Wabakari. Cet appui financier rentre dans le cadre de ce qui convient d'appeler effort de guerre au profit des forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram. Voici le reportage de Célestin Tabouli Succès depuis Maroua. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, les 47 communes que compte la région de l'extrême nord se sont mobilisées pour apporter leur effort de guerre aux soldats engagés dans la lutte contre ce groupe terroriste. Lesquelles communes ont collecté 46 672 000 francs CFA à mettre à la disposition de l'armée camerounaise. Cet argent a été remis au gouverneur de la région de l'extrême nord. En remettant cette enveloppe au gouverneur, le président des communes et villes unies du Cameroun, Abba Boukar, par ailleurs maire de la commune de Mora, a souligné que c'est de commun accord que les collectivités territoriales de l'extrême nord ont collecté cet argent pour mettre à la disposition des soldats qui défendent au prix de leur vie l'intégrité du territoire national. Une partie de nos communes ont participé financièrement, les autres vont continuer à participer et tant que nous n'aurions pas vaincu notre adversaire, nous allons toujours continuer à fournir l'effort de guerre. Pour le maire de Mora, cet effort de guerre ne se limite pas seulement sur le plan financier, mais que les maires de l'extrême nord vont continuer à collaborer avec les forces de défense pour lutter contre le terrorisme, a-t-il souligné. Un geste salué par le gouverneur. Mendi Awa Bakari, qui a par ailleurs engagé les maires à continuer à collaborer avec les forces de défense pour que le phénomène Boko Haram soit réduit à sa plus simple expression. C'est hautement appréciable, d'autant plus qu'il vient à un moment où les communes, la plupart des communes de la région connaissent des problèmes de recouvrement, connaissent des problèmes de recettes. En dépit de ces problèmes, ils ont estimé qu'eux également, ils peuvent répondre à l'appel du chef d'État, savoir appuyer nos forces de défense et de sécurité, cette lutte contre cette nébuleuse. Bon à savoir, les 46 millions pour soutenir les forces de défense ont été contribués par 24 communes sur les 47 que compte la région. Les autres communes ont été invitées à mettre la main à la pâte. Dans la suite du journal, Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, Christophe Ekeng, le président sortant, a été reconduit à la tête de cette chambre consulaire par décret présidentiel signé ce 16 mars 2016 pour un nouveau mandat de 4 ans. C'est le dénouement des élections organisées le 4 février 2016 dans les différentes sections de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun à travers le pays. Éric Ticheux nous en dit plus. Au terme du processus électoral organisé dans les différentes sections de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun à travers le pays, le 4 février dernier, le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de renouveler sa confiance à l'homme d'affaires et ingénieur Christophe Ekeng en le maintenant à la tête de la CECIMA pour les 4 prochaines années. Né le 7 janvier 1948 à Bapuntiongale par Bafan dans le département du Onkam, région de l'Ouest Cameroun, il est le président de cette chambre consulaire depuis 2008. Christophe Ekeng a été reconduit une première fois le 24 février 2012. 4 ans plus tard, il reste toujours à la tête de la plus vieille institution consulaire du Cameroun. Créée en 1921, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun est un organisme public consultatif et représentatif des intérêts dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, des mines et des prestations de services. Elle a pour mission principale de jouer le rôle de courroie de transmission entre d'une part les milieux d'affaires privés et d'autre part les pouvoirs publics en matière de consultation et de représentation concernant les nombreux domaines, au premier rang desquels se trouve l'économie. Dans le secteur de l'éducation, l'État camerounais ne ménage aucun effort pour atteindre son émergence à l'horizon 2035. C'est dans cet objectif qu'il multiplie les filières et établissements d'enseignement technique, une opportunité que beaucoup de jeunes apprenants saisissent non sans difficulté, comme entre autres l'insuffisance infrastructurelle et les coûts de formation exorbitants. Lisa Youmsi, reportage.
L'avènement du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle apparaît comme le signe de l'aboutissement d'une constante volonté politique de favoriser une industrialisation du Cameroun compétitive sur la scène internationale. Son organigramme, adopté le 7 août 2003, a conduit à une révolution dans les programmes des nouvelles filières dans les enseignements secondaires techniques et supérieurs. Dans la perspective d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035, la demande dans les filières telles la chaudonnerie, l'univers numérique, le secteur halieutique ont été mis sur pied les lycées techniques, CETIC et salles SM. Des centres de formation professionnelle posent des bases des aptitudes techniques. La création d'une nouvelle faculté, en l'occurrence la faculté du génie industriel, est la preuve d'une relève potentielle dans la réalisation des grands projets structurants au Cameroun, tels que les barrages, les ponts, des stades, des routes. La volonté des apprenants ne rime cependant toujours pas avec les réalités du terrain. L'insuffisance infrastructurelle pousse certains apprenants à peaufiner leur formation hors de nos frontières. Il convient de noter le coût des formations très élevé pour le parent moyen et la difficulté des apprenants à trouver des stages académiques, entre autres. Le Cameroun peut se glorifier de sa pépinière de jeunes ingénieurs volontaires qui languissent de présenter leur savoir-faire lors des journées portes ouvertes. Reste au pouvoir public de continuer dans leur élan d'encadrement pour qu'enfin le Cameroun soit un pays d'une industrie accomplie. Défendre les droits des personnes victimes des évictions abusives, tel est le leitmotiv du réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, en abrégé RECODE. Présenter la situation des droits de l'homme dans le processus de déguerpissement à Douala. C'était le thème du point de presse que cet organisme de la société civile a tenu ce jeudi 17 mars 2016 à Douala. Colin Bekatal et Josué Ngonga. Protéger la dignité humaine est une contrainte universelle, une sécurité qui implique le droit à un logement décent pour tous. C'est conscient de ce fait que le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, en abrégé RECODE, a tenu un point de presse ce jeudi 17 mars 2017 à Douala. Il était concrètement question pour cet organisme de la société civile de faire un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le processus de déguerpissement à Douala. Madame Patricia Ndianjo, coordinatrice du RECODE, a présenté les cas d'éviction dans les localités de Bonanloka, Bonadioto et Nilon qu'elle a qualifié d'abusives à la lumière des directives des Nations Unies sur le déguerpissement. Nous ne voulons pas savoir les autres aspects. L'État doit procéder aux négociations mutuelles. Il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion où on a déjà fixé les barèmes. Il faut bien négocier avec les victimes, les détenteurs de titres et même ceux qui n'ont pas de titre pour pouvoir leur donner ce qui correspond à une remise en situation, c'est-à-dire qu'ils puissent acquérir un nouveau terrain si on ne le leur a pas déjà donné gratuit et construire pour se trouver dans un cadre habitable au moins égal à celui qu'ils occupaient avant. Après une étude méthodiquement menée par le RECODE dans le cadre juridique de protection des personnes en cas de déguerpissement, il a été révélé que le Cameroun a le droit de respecter l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels, le PIDES. Il est question dans ce pacte, entre autres exigences, de consulter véritablement les intéressés pour information et préavis à des délais raisonnables avant éviction. Tenez compte, après déguerpissement, des coûts actuels dans le processus de dédommagement afin que la situation de la victime ne soit pas pire qu'avant. Dans les cas d'espèce de la ville de Douala, Madame Patricia Ndianjo en appelle à des états généraux du déguerpissement à Douala ont leur place pour que tous les Camerounais s'asseyent, de manière solidaire, qu'on statue sur le traitement à donner, un forfait peut-être à toutes ces familles qui depuis 1983 ont souffert d'un déguerpissement non indemnisé. Des professionnels de la presse ont été encouragés de faire davantage dans le rôle qui est le leur, d'informer les populations sur les droits et préalables à considérer sur les questions foncières et immobilières. Ce 17 mars 2016 était journée mondiale dédiée au travail social, à savoir la contribution des professionnels pour la promotion de la dignité humaine à travers le monde. Sur le plan local au Cameroun, quelles sont les attitudes des uns et des autres face aux situations sociales qui dégradent la dignité de l'homme? Tentative de réponse avec Jerry Eba. Promouvoir la dignité et la valeur de la personne humaine, c'est le leitmotiv de la Journée mondiale du travail social, célébrée ce 17 mars 2016.
Il est question de mettre en exergue l'action sociale qui place l'être humain au centre de toute démarche. Aussi est-il opportun de scruter la manière avec laquelle les États africains et le Cameroun en particulier gèrent les situations sociales les plus atroces. Le dernier fait en date, c'est le drame survenu il y a quelques jours à l'hôpital Anketini de Douala, s'agissant de feu Monique Koumaté et de ses 2 jumeaux. La gestion des crises comme celle de février 2008 où les populations s'étaient indignées sur la vie chère n'honore point le Cameroun. Plusieurs cas illustrent la nécessité de fournir beaucoup d'efforts afin de garantir le respect de la dignité humaine. Les ex-employés des défuntes sociétés d'État qui croupissent dans un état agonisant au vu et au su du gouvernement. Les différentes grèves qui sont toujours sous l'épée de Damoclès des gros bras de la police et de la gendarmerie prêtes à molester à la moindre revendication. À ce titre, le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, en symbiose avec les autres institutions qui travaillent au quotidien pour le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, est d'autant plus important qu'il doit être une force critique et coercitive face aux abus multiformes que subissent les populations. Dans un contexte généralisé de violation des droits des travailleurs du secteur privé comme du public, les travailleurs du domaine de la santé, de l'éducation, il faut des moyens pour que les populations soient une véritable masse critique. La Journée mondiale du travail social date de 1983 et son credo chaque année, c'est de faire valoir et respecter la dignité humaine, chose que la société camerounaise semble perdre au fil des temps. En sport football, à moins de 2 semaines du duel Cameroun-Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017, le débat sur le stade qui va abriter cette rencontre prend de plus en plus de l'ampleur. En visite hier à Limbé, le MINSEP a rassuré que le match se jouera dans la cité balnéaire du Sud-Ouest. Mais il convient de noter ici que le stade Omnisport de Limbé reste toujours en état de finition et serait en attente d'homologation. Vous le dites, Michel Ateba. Sur le site de la Confédération africaine de football, le lieu de la rencontre est marqué Stade Omnisport de Limbé. La CAF s'est fiée aux informations de la partie camerounaise en mission d'inspection il y a quelques mois. L'instance africaine avait pourtant découvert quelques failles et marqué quelques réserves. Par exemple, le cordon de sécurité inexistant, l'axe routier qui mène au stade encore en chantier et bien d'autres insuffisances qui avaient attiré l'attention. Mais en se rendant à Limbé ce 16 mars, le ministre des Sports et de l'Éducation physique accompagné d'autres membres du gouvernement s'est voulu un peu plus rassurant à l'avancée des travaux. Le patron des sports rassure que le match aura lieu à Limbé comme initialement prévu. Mais l'optimisme de la partie camerounaise pourrait être buté face à l'exigence de la délégation sud-africaine. Si les Sud-Africains estiment ne pas être en sécurité, la situation pourrait être un peu plus compliquée. Devrait-on alors prévoir un plan B? Encore quelques jours pour le savoir. Voici à présent quelques clichés de l'actualité internationale avec nos confrères de l'AFP. Les jeunes restent mobilisés contre le projet de loi travail. Plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et de lycéens ont défilé à Paris et en province pour réclamer le retrait du nouveau projet du gouvernement. Jusqu'à 200 lycées et plusieurs campus d'université ont été bloqués. Quelques échauffourées sans gravité ont eu lieu et la gare de Rennes a été envahie quelques heures, provoquant l'interruption du trafic. Les organisations de jeunesse appellent maintenant à participer à la grande journée de grève et de manifestation du 31 mars. Coup de pouce au salaire des fonctionnaires à 1 an de la présidentielle. Le gouvernement a décidé d'augmenter de 1,2% en 2 temps le point d'indice qui était gelé depuis 6 ans. Un premier geste selon les syndicats, mais encore insuffisant pour rattraper les années de stagnation. L'Union européenne et la Turquie tentent de boucler un accord controversé. L'Europe cherche ainsi à stopper l'afflux massif de migrants en Grèce, où plusieurs dizaines de milliers d'entre eux sont bloqués depuis la fermeture de la frontière macédonienne. C'est là, dans le camp d'Idoménie, que l'artiste chinois dissident Ai Weiwei s'est fait couper les cheveux pour attirer l'attention sur le sort des migrants. Un nouveau venu chez les Bleus, N'Golo Kanté, milieu de terrain défensif de 24 ans, a été sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France pour les 2 prochains matchs amicaux contre les Pays-Bas et la Russie. L'ancien joueur de Caen explose cette année avec le club de Leicester, leader surprise du championnat anglais. Ce pourrait être la découverte de l'année en Égypte. Il y a désormais 90% de chances que le célèbre tombeau du pharaon Toutankhamon recèle 2 chambres cachées. Elles ont été repérées par un radar. Elles pourraient contenir la momie et le trésor de la légendaire reine Néfertiti ou d'une autre souveraine. Voilà qui met un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accordé votre préférence. Bien le bonsoir.